Erckmann Chatrian, la lunette de Hans Schnaps. J'ai connu dans le temps à Mayence un honnête pharmacien nommé Hans Schnaps. La porte de son officine s'ouvrait sur le Tiermark. Elle était surmontée d'un givre en guise d'enseigne. Le caducée de Mercure et le serpentaire d'Esculape en ornaient les panneaux. Quant à Hans Schnaps, au lieu de rester dans sa boutique, il se promenait dans les rues, une grande lunette sous le bras, et laissait le soin de ses drogues à deux garçons apothicaires. C'était un singulier original, le nez long, les yeux gris, la lèvre moqueuse. À voir son large feutre, sa casaque de bure rougeâtre, sa barbe taillée en pointe, vous l'eussiez pris pour un artiste flamand. Je le rencontrai quelquefois à la taverne du pot de tabac sur le Zeil. Nous faisions ensemble notre partie d'euchre, nous causions de la pluie et du beau temps. Schnaps n'éprouvait pas le besoin de me faire connaître ses occupations. Je ne voyais pas la nécessité de l'initier aux miennes, et dans le fait, cela nous importait fort peu. Un jour, le bourgmestre Zacharias me dit « Docteur Benedum, vous fréquentez un certain Schnaps ?» C'est vrai, bourgmestre, oui, nous faisons notre partie ensemble assez souvent. Mais ce Schnaps est un fou. Ah, je ne m'en suis pas aperçu. Mais rien de plus positif. Au lieu de s'occuper de sa pharmacie, il va se promener à droite et à gauche avec une grande lunette. Il s'arrête ici, bref, il perd son temps et c'est pratique. Cela le regarde, bourgmestre. Que voulez-vous que j'y fasse? Sans doute, mais il rend sa femme malheureuse. Ah, il est marié? Mais oui, avec la fille d'un marchand de drap, un bien digne homme et fort à son aise. Alors tant mieux, Schnapp sera du bien plus tard. Oui, mais il le mangera. Avec sa lunette? Non, mais avec ses expériences. Figurez-vous, docteur, qu'il s'est établi dans une cave et qu'il fabrique là on ne sait pas quoi. Si vous jetez par hasard un coup d'œil dans le soupirail, vous voyez la lunette braquée sur vous. Et Schnaps vous regarde en éclatant de rire, et quand il arrive midi, sa femme est obligée de lui crier 3 ou 4 fois « Hans, Hans, la soupe est prête !» Ah oui, pauvre femme, elle est bien à plaindre. Le bourgmestre se douta que je me moquais de lui, mais il feignit de ne pas s'en apercevoir et me proposa de jouer un pot de bière. J'acceptai et nous causâmes d'autre chose. Ces étranges révélations ne laissèrent pas de m'intriguer. Que diable Schnaps faisait-il dans sa cave? Que signifiait sa lunette braquée vers le soupirail? Était-ce une plaisanterie? Était-ce une expérience sérieuse? Oh, cela me trottait en tête et dès le jour suivant, je me précipitai à la pharmacie pour en avoir le cœur net. Il était environ 9 heures. Madame Schnaps, une petite femme sèche et nerveuse, les yeux ternes, la figure insignifiante, mal fagotée, le bonnet de travers, un homme de ces êtres qui, sans rien dire, trouvent moyen de se poser en victime, Madame Schnaps me reçut derrière le comptoir. Chère dame, lui dis-je en me courbant d'un air gracieux sur la hanche, le coude en avant et le chapeau levé. Chère dame, où pourrais-je trouver monsieur Schnaps, votre époux? À la cave, fit-elle avec un sourire pointu. Déjà? Oh, ce déjà parut charmer l'excellente créature, et levant les yeux, elle m'indiqua la porte à gauche. Je m'empressai d'enfiler le couloir, et je réussis, après maintes trébuchades dans l'escalier obscur, à mettre le pied sur les dalles du laboratoire. C'était bien une cave, mais haute, large, spacieuse, parfaitement sèche, encombrée de lunettes gigantesques, de miroirs plans, sphériques, paraboliques, de prismes, de cristaux et de lentilles montés sur trépied. Somme toute, l'attirail d'un opticien.
Hans Schnapp se tourna tout surpris en m'entendant descendre. Eh eh, fit-il, c'est le docteur Benedum. Ah, que je suis donc heureux de cette visite. Il venait à moi, les bras ouverts, mais étendant la main d'un geste tragique. Ah, halte là, m'écriai-je. Un instant, nous nous familiarisons pas. Je viens vous tâter le pouls de la part du bourgmestre. Il me présenta le bras gravement. J'appliquai le pouce sur l'artère et d'une voix rêveuse, allongeant la lèvre. Eh ben, vous n'êtes pas aussi malade qu'on le dit. Comment malade? Non, non, vous n'êtes pas encore tout à fait braque. Ces paroles lui firent pousser des éclats de rire si aigus que le même Schnaps, se penchant au haut de l'escalier, regarda dans la cave d'un air stupéfait. Sophia, Sophia, criait l'apothicaire. Ha ha ha, sais-tu ce qu'on dit de moi? Ha ha, on dit que je suis braque. La femme, à ces mots, fit une grimace et s'empressa de remonter sans répondre. Hans Schnaps, s'étant un peu calmé, me dit: Docteur Benedum, prenez donc place. Hé hé. Oh, vous venez de me faire du bon sang. Qu'est-ce qui me procure l'honneur de votre visite? Il m'avançait un large fauteuil et s'assit lui-même sur la boîte d'un daguerréotype, ses longues jambes de sauterelles écartées et les coudes sur les genoux, et sa barbe pointue effilée entre ses doigts maigres. C'était vraiment une étrange physionomie, vue au jour du soupirail, et les lueurs vagues, indécises, qui s'éparpillaient dans l'ombre sur ces 1000 instruments d'optique, ajoutaient encore à la singularité du coup d'œil. Je lui racontai simplement ma conversation de la veille avec le bourgmestre, et Schnaps, loin de se fâcher, se prit à rire aux éclats. Voyez-vous, cet animal de bourgmestre, fit-il. Moi qui m'occupe justement de lui. Moi qui viens d'inventer une seringue à son attention. Une superbe découverte, docteur. Eh, eh, eh. Contemplez cette lunette. C'est la fameuse seringue Schnaps, unique dans son genre. Jusqu'à présent, nous ne connaissions que le moyen de nettoyer, expurger et rafraîchir les entrailles de monsieur. Eh bien, moi, je rafraîchirai, je nettoierai avec ma seringue la cervelle des idiots, des imbéciles, des crétins et autres bourgmestres généralement quelconques. Je verse dans le corps de pompe une décoction de Voltaire, de Shakespeare ou du père Malebranche. Je vous introduis délicatement le petit bout dans l'œil, je pousse et crac, vous voilà plein de bon sens, de poésie ou de métaphysique. Ici, Hans Schnaps fit de telles contorsions, il se démena si fort, allongeant et recoquillant ses longues jambes tour à tour, que je m'attendais à le voir culbuter dessus sa boîte. Mais il reprit heureusement l'équilibre. Ah, ça, mon cher ami, lui dis-je, c'est une excellente plaisanterie. Une plaisanterie, mais pas le moins du monde. Vous avez trop d'esprit, docteur Benedum, pour ne pas savoir que nos opinions dépendent de notre point de vue. Un misérable gueux, sans feu ni lieu, couvert de haillons et couché dans la fange au coin d'une borne, voit les choses sous un jour tout autre qu'un nabab. Il trouve l'ordre social détestable et les lois absurdes. Sans doute, mais interrompit Schnaps, placez le gaillard devant une table splendide dans un bel hôtel. Entourez-le de fleurs cordoriférantes et de jolies femmes. Revêtez-le d'habits magnifiques. Nourrissez-le de mets exquis. Abreuvez-le de Johannisberg. Et placez derrière son fauteuil une douzaine de laquais qu'il appelle Monseigneur, Votre Grandeur éminentissime, etc. Il trouvera que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'ordre social lui paraîtra magnifique et il proclamera nos lois le chef-d'œuvre de l'esprit humain. D'accord, mon cher Snap, d'accord. C'est l'histoire de l'humanité que vous faites là.
On voit les choses par le gros ou par le petit bout de la lorgnette, suivant la position dans laquelle on se trouve. Mais où diable voulez-vous en venir? Eh, s'écria l'apothicaire, c'est bien simple. Du moment que tout dépend de notre point de vue, la question du bonheur se réduit à se trouver toujours au point de vue le plus agréable. Et c'est ce qui fait précisément le mérite de ma découverte. Jugez-en vous-même. Il me remit sa lunette. Je l'appliquai à mon œil et ne pus retenir un cri d'admiration. Je me voyais président de la Société scientifique de Berlin, gros et gras, joufflu, bien portant, décoré des ordres du mérite, de l'aigle noir, de l'aigle brun, de l'aigle roux, du bitinget, de la jarretière, que sais-je encore. Je tenais la sonnette et je rappelais les gens à l'ordre. À travers les vitres de l'amphithéâtre, j'apercevais ma calèche à 2 chevaux et mon laquais chamarré de galons. Je voyais plus loin ma maîtresse, une première danseuse éprise de mes charmes, se promenant sous les tilleuls, rêveuse et solitaire, une ombrelle à la main, et je me disais à moi-même « Oh, mais belle dame, être fortuné, génie sublime, oh, grand homme !» Un éclat de rire ironique me tira de cette contemplation profonde. J'ôtai la lunette et me revis dans la cave, en face de l'apothicaire, qui me regardait de ses petits yeux malins, plissés jusqu'aux oreilles. Eh bien, fit-il, que pensez-vous de cela? Oh, mon cher Schnaps, m'écriai-je, laissez-moi cette lunette. Ah, vous plaisantez, dit-il, songez qu'elle me coûte 10 années de travail. Qu'avec cette lunette, je possède en quelque sorte l'univers. Que je vois ma femme jeune, jolie, prévenante, et que je suis toujours gai, riant et content. Et que cette lunette m'élève au-dessus des plus puissants monarques de la terre, qu'elle me rend plus riche que Crésus, plus omnipotent que Xerxès, et que je voudrais la perdre pour rien au monde. Et ce n'est pas tout. Avec cette lunette, je puis me donner des clistères de bon sens, de poésie ou de métaphysique, selon les besoins de mon tempérament. Mais au nom du ciel, Schnaps, repris-je, transporté d'enthousiasme, comment avez-vous fait cette sublime découverte? Elle n'est pas aussi merveilleuse que vous le croyez, dit-il en riant. C'est tout bonnement un kaléidoscope, mais un kaléidoscope d'un nouveau genre. Au lieu de laisser tomber ses fleurs et ses verroteries au hasard, il les assemble dans un ordre naturel. En d'autres termes, c'est l'assemblage du daguerréotype et du télescope, 2 instruments que le Seigneur Dieu a réunis dans notre tête. En ce moment, Schnaps tira de sa poche une petite tabatière d'écaille. Il aspira lentement une prise, comme pour se recueillir, et poursuivit. Il y a 3 ans, je cherchais à fixer le spectre solaire sur une plaque de cuivre. J'avais employé dans ce but le chlorure d'argent, le bitume de Judée plongé dans l'huile de lavande, et de pétrole et l'iodure d'argent, le bromure de choses solides et liquides, bref, toutes les combinaisons chimiques imaginables, sans obtenir de résultat décisif. Et un soir, sous l'influence d'un composé plus sensible, la lumière rouge, orange et violette parut se fixer. La plaque prit vaguement les teintes de l'iris. J'en concevais la meilleure opinion quand ma chère épouse, selon sa coutume immémoriale, se mit à crier « Hans, la soupe refroidie! Hans, la soupe refroidie! Hans, 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 la soupe refroidie, la soupe refroidie !» Oh, ces cris me tombaient sur les nerfs. Il me fallut bon gré mal gré interrompre mon expérience. Je déposai la plaque de cuivre sur la saillie du mur que vous apercevez là-bas, et qui me sert à placer la chandelle, puis je montai me mettre tranquillement à table. Et qu'avez-vous dit à votre femme? Oh, rien. Et à votre place, je m'aurais tordu le cou. L'apothicaire sourit finement. Cette nuit-là, reprit-il, après le souper, je redescendis au laboratoire.
La fatigue et l'ennui m'empêchèrent de reprendre mon travail. Je m'assis dans ce fauteuil, je m'endormis. En m'éveillant vers 1 heure du matin, je vis que la chandelle s'était éteinte. Mais le rayon d'une étoile plongeait dans le soupirail et se réfléchissait sur la plaque métallique au fond de la cave. Et tout en fixant ce point lumineux, je rêvais de ma femme. Je sentais le besoin de la corriger. Les 1000 petites misères du ménage défilaient dans ma tête. Enfin, là de ces réflexions, je finis par m'endormir de nouveau. Le lendemain, tout était oublié quand, jetant les yeux par hasard sur la plaque, j'y vis quoi? Mon rêve de la nuit empreint avec une vérité frappante. Ma femme, la salle à manger, l'horloge sur la cheminée, les vitres au fond, la petite cour plus loin, tout mon intérieur dans les moindres détails. Seulement, la fantaisie jouait un certain rôle. J'étais en train d'administrer une correction à Madame Schnaps. Jugez de mon enthousiasme. Dès lors, je conçus ma lunette. Je compris que le cerveau de l'homme est, comme l'œil de la mouche, un instrument d'optique à 1000 facettes, que ce qui s'y reflète peut en sortir par réfraction et s'empreindre sur une substance chimique dont je venais de découvrir le secret. Ainsi, cher docteur, toutes vos passions, tous vos désirs, toutes vos pensées prennent un corps dans cette lunette. Vous improvisez du regard bien mieux que par la parole, et vous matérialisez instantanément le monde intellectuel qui s'agit dans votre esprit. Cette découverte me parut miraculeuse. Maître Schnaps, homme extraordinaire, m'écriai-je, oh, permettez que je vous embrasse. Plus grande que la pyramide de Khéops, votre mémoire traversera les siècles et brillera dans l'avenir comme un astre de premier ordre. Mais je vous en supplie, daignez m'éclairer encore sur un point. Comment pouvez-vous administrer des clistères de philosophie ou de toute autre science? Ah, voici, dit Schnaps, très flatté de mes compliments. Mais d'abord permettez-moi de vous développer quelques considérations générales du plus haut intérêt. Vous avez dû remarquer, docteur Benedum, que les grands philosophes, les grands mathématiciens, les grands poètes et généralement tous les grands idéologues finissent misérablement, bafoués pendant leur vie, honnis, conspués et parfois même traqués comme des bêtes fauves. Ils deviennent, d'après leur mort, la proie d'une certaine classe d'individus connus sous le nom d'hommes pratiques. On a beaucoup écrit de belles phrases depuis 3000 ans contre cette exploitation du génie par la médiocrité. Mais ça n'empêche pas les choses d'aller aujourd'hui comme elles allaient du temps d'Homère, de Pythagore, de Socrate, du Christ et de tant d'autres idéologues célèbres. On les persécute, on les tue, sauf à se faire des réputations et à battre monnaie plus tard avec leur découverte. Que tout cela soit passablement mélancolique, j'en conviens, docteur, mais au fond, rien n'est plus simple, et je dirais même plus naturel. Pour qu'une idée réussisse dans ce monde, il faut l'appui des masses. Or, les masses, qui ne sauraient s'élever à la hauteur de l'idée pure, comprennent admirablement l'idée matérialisée, c'est-à-dire le fait. La prétendue supériorité des hommes pratiques sur les idéologues n'a pas d'autre raison d'être. Ces gaillards-là sont riches, puissants, ils gouvernent le monde, on leur élève des statuts. Et pourquoi? Parce qu'ils mettent à la portée des imbéciles l'idée de quelques pauvres diables, de grands hommes morts de faim dans un taudis. Est-ce vrai, oui ou non? Ah, c'est positif, maître Schnaps. Eh bien, reprit l'apothicaire avec un sourire ironique, ma lunette supprime les hommes pratiques et restitue aux idéologues la supériorité qui leur est due. Elle matérialise les idées et les met en communication directe avec les masses. Supposons par exemple que je veuille prendre un lavement de métaphysique
j'applique mon œil à la lentille. Vous me lisez Kant, et au fur et à mesure que je vous écoute, que ces raisonnements entrent dans ma tête, ils en ressortent et viennent se peindre sur la plaque en traversant mon œil. Ils s'y matérialisent, ils y prennent un corps. Je les vois, ils sont réels, positifs. Je ne puis avoir aucun doute sur leur existence puisqu'ils tombent sous mes sens. Ils me paraissent incontestables et mon lavement produit son effet. Pendant que Schnaps m'expliquait ce grand mystère, un désir furieux d'avoir sa lunette s'emparait de moi. Mon cher ami, lui dis-je, j'espère que vous fabriquerez plusieurs de ces lunettes. Une telle découverte appartient à l'humanité tout entière. Ah, oh, l'humanité, s'écria-t-il. Vous voudrez bien savoir ce qu'elle fait pour moi, l'humanité. Elle me traite de fou, elle me force de garder une femme insupportable, elle me laisserait mourir de faim comme tous les inventeurs, si je n'avais la ressource de lui vendre mes drogues. Mais vous obtiendrez la considération publique, l'estime et l'admiration universelle. Et que m'importe l'admiration de ce tas de crétins, s'écria l'apothicaire. Faut-il les découvertes de Gutenberg, de Galilée, de Newton, de Volta, de Daguerre et de Hans Schnaps, et vous n'aurez plus qu'un troupeau d'âmes agenouillées devant un sabre. L'admiration de ces gens-là, allons donc, non, 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 non. Que l'humanité se fabrique des lunettes, moi je garde la mienne et je m'en sers pour mon agrément personnel. Bon, j'étais indigné de tant d'égoïsme. Maître Schnaps, repris-je en maîtrisant ma colère, permettez-moi de vous dire que votre raisonnement est absurde. Vous fabriquez des lunettes sublimes, c'est bon. Mais d'autres travaillent la terre, sèment, récoltent, font mou dans le grain pour vous. Ils vous apportent le pain à la maison. D'autres vous construisent des pharmacies, d'autres vous confectionnent des habits et des souliers, d'autres vous procurent du vin, de la bière, du tabac, chose que vous ne dédaignez pas. Nous sommes tous solidaires les uns des autres, maître Schnaps, donc, pendant que je développais cette thèse, l'apothicaire me regardait avec sa lunette. Ah ah, s'écria-t-il en m'interrompant, je vois ce que vous voulez. L'humanité vous apporte peu, vous voulez ma lunette, mais vous l'aurez pas. Sur ce, il la renfonça comme un chapeau gibus, l'introduisit dans une boîte qu'il referma soigneusement à clé, puis me regardant d'un air railleur, « Vous n'y mettrez plus le nez, dit-il. Que cela vous serve de leçon et vous empêche à l'avenir de faire l'hypocrite et de prêcher l'évangile à votre profit. Vous êtes un rusé compère, docteur Benedum, un philanthrope. Je n'aime pas ces gens-là. Faites-moi le plaisir de reprendre le chemin par lequel vous êtes venu. » La rougeur me montait au visage. J'éprouvais un terrible désir de corriger Hans Schnaps, qui me regardait d'un œil narquois et m'indiquait insolemment la porte. Mais je me rappelais tout à coup que les deux garçons apothicaires étaient de solides gaillards, et je me retirai prudemment. Depuis, j'ai quitté Mayence pour venir habiter Nuremberg, et voilà 2 ans bientôt que je n'ai pas vu Schnaps. Il paraît qu'il se promène toujours dans les rues en camisole rouge avec sa lunette sous le bras. C'est du moins ce que m'écrivait dernièrement le bourgmestre Zacharias, et je le crois volontiers. Quel malheur qu'un si magnifique secret soit aux mains d'un pareil fou. Chose bizarre et vraiment digne de remarque, les hommes de bon sens n'ont jamais rien inventé. Ce sont des fous qui ont fait jusqu'ici toutes les grandes découvertes.